Bonjour, bonne année et surtout bonne santé à tous pour ce nouveau numéro de l'année dédié à votre santé sur TLM en partenariat avec la Fondation Hospice Civil de Lyon. C'est au Centre de médecine du sommeil et des maladies respiratoires à l'hôpital de la Croix-Rousse que nous nous rendons. Nous serons accueillis par toute l'équipe du professeur Petitjean. Bonjour docteur Petitjean, qui dit centre de médecine du sommeil dit maladie du sommeil. De quelle pathologie vous occupez-vous ici ? Alors, tout le spectre des pathologies du sommeil est globalement pris en charge dans notre unité. Cela part des syndromes d'apnée du sommeil obstructif, l'insomnie bien évidemment, et enfin un autre groupe qui regroupe les hypersomnies, les parasomnies, et puis une toute petite kyrielle, un groupe extrêmement marginal, comme les syndromes de Klein-Levin ou autres qui sont des hypersomnies récurrentes. Voilà, mais ça, ce sont des formes extrêmement rares. Alors le sommeil est complètement lié à d'autres fonctions essentielles de l'organisme. Vous venez vous-même de la réanimation. Et d'ailleurs, le service s'occupe à la fois de sommeil et de maladies rares neuromusculaires adultes. Alors pouvez-vous nous expliquer cette double orientation ? Mon ancien patron, Dominique Robert, avait eu le coup de génie en fait d'organiser au sein de son service une prise en charge de l'alpha à l'oméga, de l'insuffisance respiratoire, du début à la fin, si vous voulez, et d'y associer la prise en charge des maladies d'apnée du sommeil. Il existe des liens entre insuffisance respiratoire et sommeil, et c'est du fait de ces liens historiques qu'au départ, sur le groupement Nord, on s'est intéressé à cette double casquette. Pouvez-vous nous rappeler la différence entre l'insuffisance respiratoire restrictive et obstructive ? Ce sont deux types d'insuffisance complètement différentes. Les gens qui ont malheureusement fumé beaucoup peuvent développer une insuffisance respiratoire obstructive. L'insuffisance respiratoire restrictive, si vous voulez, elle est une conséquence d'un trouble de la statique rachidienne, donc des gens qui vont développer à l'adolescence une scoliose, une syphoscoliose importante, qui va avoir des conséquences sur leur respiration, à partir du moment où ça concerne la colonne dorsale, et puis toutes les atteintes musculaires ou neuromusculaires, d'où notre activité ici dans le domaine des myopathies, qui sont pourvoyeuses d'insuffisance respiratoire restrictive. Alors, obstructif fait penser aux apnées du sommeil, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Vous avez dans la maladie d'apnée obstructive du sommeil une atteinte du pharynx, un dysfonctionnement du pharynx pendant le sommeil en quelque sorte, et qui n'existe que pendant le sommeil. En revanche, la maladie obstructive, post-tabagique ou pas, fait appel à une atteinte du parenchyme pulmonaire, quelle qu'en soit la cause, et elle perdure aussi à l'éveil. Intéressons-nous à présent aux troubles neurologiques dans les maladies du sommeil, c'est-à-dire aux troubles du sommeil qui trouvent une base neurobiologique à leur origine. Bonjour, Dr Laure Peter-Derex. Quels sont les troubles neurologiques du sommeil qui sont pris en charge ici dans le service ? Alors les patients viennent nous voir pour différentes raisons. Certains ne dorment pas assez, les insomniaques, ou dorment trop. Ils souffrent d'hypersomnolence, ou alors on a des patients qui viennent pour des comportements moteurs anormaux au cours du sommeil, un sommeil agité. Notre service est plus spécialisé dans les hypersomnies, notamment la narcolepsie, mais donc nous prenons aussi en charge les patients qui ont des parasomnies, donc des comportements moteurs au cours du sommeil, par exemple le somnambulisme ou encore les troubles du comportement en sommeil paradoxal, au cours desquels les patients vont agir leurs rêves et parfois présenter des comportements violents. Le service est centre de compétences pour la narcolepsie et les hypersomnies. Quel est l'état de connaissance sur ces deux pathologies ? Les connaissances ont beaucoup progressé concernant la narcolepsie dans les dernières années. On sait maintenant que la maladie est liée à l'atteinte des neurones à orexine, qui sont des neurones situés profondément dans le cerveau, dans l'hypothalamus. Et l'orexine joue un rôle important dans le maintien de la vigilance. Et donc le déficit en orexine chez les patients narcoleptiques va s'accompagner de la somnolence. Alors c'est une maladie qu'on ne sait pas guérir aujourd'hui, mais qu'on peut soigner. Et on a notamment des traitements qui sont capables de soulager de manière significative les symptômes des patients. Alors, on connaît moins de choses sur les hypersomnies non narcoleptiques, potentiellement parce qu'il s'agit de maladies plus hétérogènes. Il y a une maladie particulière qui s'appelle
s'appelle le syndrome de Klein-Levin, qui est une hypersomnie récurrente, où les connaissances ont bien avancé grâce au centre de référence national du professeur Arnulf à Paris. Pour les hypersomnies qu'on dit idiopathiques, il est probable effectivement qu'il s'agisse parfois de maladies un peu différentes, et on espère par contre que la recherche avancera pour ces patients aussi. Damien Decran a rencontré un patient souffrant de narcolepsie et qui a accepté de témoigner. Un reportage. J'ai fait une paralysie il n'y a pas longtemps, où j'ai rêvé dans la nuit et quand je me suis réveillé, impossible de bouger dans le lit pendant 10 minutes. Mais ça m'est arrivé qu'une fois, mais quand ça m'est arrivé, j'ai stressé. Cette paralysie au réveil, Steven la doit à sa narcolepsie, une maladie qui s'est déclarée lors de vacances en avril 2009. Je faisais que de dormir toute la semaine. Du coup, au début, on avait mis sur le compte du ski tout l'hiver que j'avais fait, mais 2 ou 3 mois après, on ne pouvait plus dire que c'était la fatigue du ski. On est allé chez le médecin, il nous a envoyé vers un neurologue à Grenoble, qui lui il m'a fait faire des tests, des veilles, et il m'a fait comprendre que j'étais narcoleptique. Je m'endormais à table, je me posais 5 minutes sur le canapé et je m'endormais directement. À l'école aussi, presque dans tous les cours. Après une première phase de traitement inefficace, Steven est alors dirigé vers l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon. J'ai passé des nuits à l'hôpital pour faire des tests de somnolence, pour savoir combien de temps je dormais, si c'est vraiment du sommeil profond ou pas. Et là, ils se sont rendus compte que j'avais pas du tout de sommeil profond. J'avais que du sommeil paradoxal. Du coup, c'est pour ça que je dormais la journée en fait. Je suis tout décalé. Parmi les conséquences de sa narcolepsie, des cataplexies qui sont des pertes brutales du tonus musculaire, mais également une prise de poids importante. J'ai fait de la dépression, donc j'étais sous antidépresseurs pendant 3 ans. J'ai fait des tentatives de suicide, je voulais faire des tentatives de suicide, à un point où tout le monde se moquait de moi, du coup j'en avais marre de la vie. Ils me disaient que je dormais pas la nuit, que... J'ai été suivi par une psychiatre pendant 3 ans, mais pour moi ça m'aidait pas, ça changeait pas ce que je voulais faire et la haine que j'avais envers cette maladie. Et du coup, on a arrêté. Et après, le médecin m'a mis sous antidépresseur. Et après, quand j'ai commencé à perdre du poids, que j'ai commencé à accepter la maladie, ça allait mieux en mieux. Du coup, on a baissé la dose. Et après, on a arrêté définitivement et maintenant, ça se passe bien. J'ai accepté à vivre avec. Et puis aujourd'hui, ici, je le vis mieux. Je le vis bien. Très bien, je trouve, parce que quand je vois d'autres narcoleptiques à Lyon, je me dis que je suis pas du tout, je m'en sors bien. Longtemps confondues avec les ronflements, les apnées du sommeil sont en réalité une maladie du sommeil, ou plus exactement une pathologie respiratoire qui a un retentissement direct sur la qualité du sommeil. Ces apnées respiratoires interviennent en effet exclusivement pendant le sommeil, ou plus exactement, on l'a découvert récemment, dès qu'il y a une baisse importante de la vigilance. Donc proche du sommeil, mais pas que. Bonjour docteur Émeric Soffer. Pouvez-vous commencer par nous rappeler ce que sont les apnées du sommeil et également leurs conséquences? À chaque fois que le patient va inspirer, le pharynx va avoir tendance à se refermer sur lui-même. Du coup, comme il se referme sur lui-même, il n'y a plus d'air qui passe au travers, plus d'air qui arrive dans les poumons et moins d'oxygène qui arrive dans le sang. Et ça, l'organisme va s'en rendre compte. Il va générer ce qu'on appelle un micro-éveil qui va avoir pour but d'éveiller un petit peu le patient, sans le réveiller complètement. En général, ils ne s'en rendent pas compte. Mais la conséquence de tous ces micro-éveils, c'est que ça va fragmenter le sommeil. Ça rend le sommeil non réparateur. Ce qui explique la somnolence la journée. Alors les conséquences, il y a celles qui sont liées à la mauvaise oxygénation, ça va favoriser les maladies cardiovasculaires. Et puis la conséquence qui est un petit peu plus pratique pour les patients, c'est qu'à cause de ces anomalies respiratoires, il y a ces micro-éveils qui fragmentent le sommeil, et donc le sommeil ne sera plus réparateur. Vos travaux de recherche portent sur le lien entre ces apnées du sommeil et la drépanocytose, donc qui est une maladie génétique qui a priori n'a rien à voir. Alors en quoi elles ont à voir et que cherchez-vous à explorer à travers vos travaux ?
La drépanocytose, c'est la première maladie génétique en France et dans le monde. Et en fait, cette maladie, elle repose sur une mutation génétique qui va entraîner la synthèse d'une hémoglobine anormale, qui est l'hémoglobine S, qui a la propriété de polymériser, c'est-à-dire de former de longs filaments quand elle est dans une situation où la quantité d'oxygène à son contact baisse. Et cette polymérisation de l'hémoglobine va faire se déformer les globules rouges et ils vont prendre cette forme en faucille, d'où le nom également de anémie falciforme. Et le syndrome d'apnée du sommeil, c'est la principale pathologie qui fait baisser la quantité d'oxygène pendant la nuit. Et donc on s'est demandé si un patient drépanocytaire qui avait en plus un syndrome d'apnée du sommeil n'était pas plus à risque de transformer ces globules rouges en faucille et donc d'avoir plus de complications. On a pu découvrir au cours de cette émission que finalement, autour de la médecine du sommeil, on aborde beaucoup d'autres thématiques de prime abord sans lien direct avec le sommeil. Et pourtant, le Centre de médecine du sommeil de l'hôpital de la Croix-Rousse est ainsi centre de référence national pour les maladies neuromusculaires graves, centre de référence constitutif du syndrome de drépanocytose majeure et enfin centre de compétence sur la narcolepsie et les hypersomnies rares. Comment orientez-vous vos travaux de recherche? On l'imagine notamment en collaboration avec le Centre de recherche en neurosciences lyonnaises. Les travaux de recherche sont orientés, il y a différents domaines en lien avec le Centre de recherche de neurosciences et puis des aspects beaucoup plus cliniques, beaucoup plus spécifiques à notre unité, comme par exemple un projet récent que nous allons probablement mettre en place, qui est l'analyse et l'étude de l'élasticité des tissus et notamment de la langue dans le cas des maladies d'apnée du sommeil. Comme vous le savez, grâce aux dons et aux legs qu'elle perçoit, la Fondation HCL peut apporter son soutien financier à des services comme le vôtre. Quels seraient aujourd'hui vos besoins ? Un service comme le nôtre est toujours à l'affût de tout ce qui peut lui être donné parce que les projets de recherche sont nombreux. Nous avons besoin effectivement d'argent pour développer tous ces projets. Il y a également les aides en personnel, tout ce qui concerne l'équipement du service. Nous avons toujours besoin de moderniser, de nous équiper au mieux et au plus près de ce qui se fait le mieux actuellement pour la prise en charge de nos patients. Notre émission est à présent terminée. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous remercions bien sûr toute l'équipe de Centre de médecine du sommeil et des pathologies respiratoires de nous avoir accueillis. Le mois prochain, c'est au centre hospitalier Lyon-Sud que nous nous rendrons, où nous serons accueillis dans le service de néphrologie par le professeur Denis Fouque. D'ici là, portez-vous bien et encore bonne année, meilleurs vœux.